Le gouvernement Bayrou va-t-il passer la semaine ? François Bayrou a engagé la responsabilité de son gouvernement hier pour tenter de faire passer son budget, ses budgets d'ailleurs, cette semaine. Il y aura plusieurs votes, il y aura donc plusieurs 49-3. Qui va soutenir la censure pour faire tomber le gouvernement Bayrou à la suite du gouvernement Barnier ? C'est ce qu'on va voir avec nos deux invités. Mathieu Hoc, bonjour. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Membre du think tank Le Millénaire, plutôt classé à droite. Nous sommes avec, vous l'avez entendu, Nicolas Corato, bonjour. Bonjour chers amis. Fondateur et président du camarade, mais bon, c'est très gentil cette camaraderie. Fondateur et président du think tank Place de la République, think tank plutôt placé à gauche. Tiens, est-ce que la gauche votera la censure ? Est-ce que toute la gauche votera la censure cette semaine ? Nicolas Corato, la France Insoumise le fera, les écologistes a priori le feront, les communistes le feront. Au moins 8 socialistes, on peut s'attendre à ce qu'ils le fassent, comme ils l'ont déjà fait il y a quelques jours. Mais le reste ? Écoutez, personne n'est devin, et puis je crois comprendre qu'il y a beaucoup de discussions sur le sujet. La tendance au Parti socialiste, mais ça n'est qu'une tendance, n'est pas vraiment à une censure massive et homogène. En tout cas, on verra si le groupe arrive à avoir une position homogène. Depuis quelque temps, on a vu le Parti socialiste essayer d'obtenir un certain nombre d'avancées. D'abord en réouvrant le dossier des retraites, et puis en commission mixte paritaire, où manifestement il y a des choses qui ont été octroyées entre guillemets aux socialistes. Donc, est-ce que ça suffira pour que l'ensemble du groupe des députés socialistes considère que finalement il n'y a pas matière à censure et que la politique menée par M. Bayrou, sans être compatible avec ce que souhaite le Parti socialiste, peut être acceptable au point de ne pas censurer? Ça, c'est, je dirais, les débats des prochaines heures qui nous le diront. Les débats qui vous le diront. À droite, pour le coup, on fait toujours bloc, Mathieu Hoc, derrière le gouvernement Bayrou. Pardon, mais ce gouvernement penche beaucoup moins à droite que le précédent qui est tombé. Oui, tout à fait. De toute façon, la ligne de crête de François Bayrou pour le vote de ses budgets, comme vous l'avez dit, le PLF et le PLFSS, c'est quelle concession ? On le rappelle, projet de loi de finances et projet de loi de finances pour la sécurité sociale. Il faut rappeler que Michel Barnier était tombé sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Parce qu'en réalité, c'est sur ces sujets-là qu'il y a les plus gros antagonismes entre les trois blocs, entre le bloc du Rassemblement national, le socle commun et la gauche, notamment en termes de vision du modèle social et surtout par le fait que la politique sociale est la politique où on peut faire le plus d'économies, où on peut taxer le plus, puisque c'est quasiment 1000 milliards d'euros de dépenses de la part de l'État sur les 1600 milliards d'euros du budget PLF et PLFSS. Donc c'est quasiment 60%, on va dire, de la dépense. Donc c'est ça l'enjeu qui est clé. Ensuite, le deuxième point, c'est pour tous les partis, c'est qu'aujourd'hui, les Français, quoi qu'on en pense, 80% des Français, c'est le dernier sondage de l'IFOP qui le dit, sont pour qu'il y ait un budget, même si ce budget n'est pas le bon de leur point de vue. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, la censure du gouvernement votée par les socialistes, le reste de la gauche et le Rassemblement national coûte 100 millions d'euros par jour selon les chiffres du ministère du Budget. Je vois que Nicolas hausse les sourcils, mais c'est la réalité puisqu'il y a des économies qui n'ont pas été faites et des prélèvements qui ont augmenté. Donc à partir de ce moment-là, se pose la question ensuite, est-ce que la censure coûtera plus cher au pays ? Une nouvelle censure du gouvernement, d'un gouvernement Bayrou coûtera plus cher au pays que le vote du budget. Et en l'état, la réponse est oui. Et donc tous les partis politiques ont cette donne-là à avoir en tête, que ce soit à la droite des Républicains de Laurent Wauquiez et de Bruno Retailleau, mais également le Parti socialiste d'Olivier Faure et de Boris Vallaud. Pour revenir sur le chiffre donné par Mathieu, mon cher Nicolas Corato, il est confirmé ce matin dans Le Parisien aujourd'hui en France par Catherine Vautrin, la ministre, qui, je le rappelle, dit que d'après elle, la censure a coûté 175 € par Français, soit 12 milliards d'euros au total. Vous avez Nicolas Corato, plutôt vos amis, ont coûté 175 € par Français. Je vais vous dire, d'abord, je crois que personne n'est dupe de ces éléments de langage, de ces actions de communication, ces chiffres sortis du chapeau, par Français, par groupe, par député. Je vais vous dire, reprenons les 100 millions d'euros. Très bien, 100 millions d'euros par jour. Mais alors à ce moment-là, il ne faut pas remonter à la censure, monsieur. Il faut remonter au jour de la dissolution. Combien nous a coûté la dissolution si la censure a coûté 100 millions d'euros par jour ? Un tiers de croissance. Vous voyez, je pense qu'il faut quand même rester un peu digne dans les arguments que nous échangeons. Je pense que ce chiffre qui est inventé par le gouvernement... Non. Mais si, bien sûr, ce chiffre est inventé par le gouvernement. Il n'y a pas... Écoutez, on n'a pas trouvé un fonctionnaire au Trésor pour nous empêcher l'impasse budgétaire de 60 milliards. Me dites pas qu'on en a trouvé un pour nous calculer ce que
que nous coûte la censure par jour. C'est complètement absurde. Et c'est un calcul qui est fait par les économistes. Et de la même façon, et de la même façon, vous posez une question qui est très juste. Moi, j'ai aucun mal à dire que la dissolution prononcée par le président de la République a coûté énormément d'argent à l'État. Elle a coûté un tiers de croissance à notre pays. On a eu un ralentissement très important de la consommation. Les Français ont moins consommé, notamment avant la période de Noël. Et ça, c'est lié à l'instabilité économique provoquée par la dissolution. Pardon, je ne veux pas vous imposer vos arguments, mais je préfère cela, vous voyez. Non, mais les deux. Moi, je suis neutre et je suis objectif. Pardon, mais c'est entendu aussi. Et j'aimerais qu'on évite de réécrire l'histoire. Vous avez raison, la dissolution, les nouvelles élections et l'instabilité ont coûté beaucoup d'argent à ce pays. Mais pardon, mais de toute façon, le gouvernement précédent serait tombé. Et de toute façon, on aurait dissous. Parce que je vous rappelle quand même, Mathieu Hoc, que vos amis des Républicains voulaient faire tomber le gouvernement avant la dissolution et que c'est la raison pour laquelle, à l'approche du vote du budget, notamment, Emmanuel Macron a décidé de dissoudre. Non, alors, vous n'étiez pas dans le bloc central avant, vous étiez dans l'opposition. Oui, non, mais bien sûr. Non, mais la question est assez simple à laquelle on peut répondre, c'est de dire justement que si le président de la République a dissous, c'est qu'effectivement, il n'y a pas eu d'accord, ce fameux accord que prône Nicolas Sarkozy entre les Républicains et la majorité présidentielle. Mais est-ce que pour le coup, le Républicain allait voter une motion de censure, ça dépendait du budget qui était présenté par le gouvernement. Il y avait absolument aucun. Il faut rappeler quand même, et je peux me permettre de rappeler quand même que il y avait quand même une incertitude très forte sur la capacité de la majorité présidentielle à présenter un budget, on va dire, qui était bon, dans la mesure où Bruno Le Maire et Emmanuel Macron ont fait 3 budgets précédents de dérapage budgétaire sans précédent. On a quasiment au total cumulé 80 milliards d'euros de dérapage budgétaire. J'ai pas de problème à dire cela. Emmanuel Macron avait dissous pour éviter une censure par les Républicains. Vous avez fini par vous un meilleur budget. C'est marrant. Nicolas Corato. C'est intéressant cette manière qu'on a de nous demander de ramasser les pots cassés par Monsieur Macron. Je veux dire, il en a cassé beaucoup. Moi, je pense qu'on peut rendre hommage à un certain nombre d'hommes et de femmes politiques de droite comme de gauche aujourd'hui, de faire avec la situation institutionnelle dégradée, très dégradée, qu'a laissé le président de la République. Donc non, mais il faut arrêter de se jeter au visage l'origine de la crise. La crise institutionnelle, elle a une origine. Elle est rue du Faubourg Saint-Honoré. Elle est à l'Élysée et elle tient à la décision d'un homme et d'un seul. À partir de là, la classe politique fait avec la situation institutionnelle plus ou moins bien, mais avec ce qu'elle a, c'est-à-dire pas grand-chose. Une situation éclatée, une incapacité à avoir une stabilité gouvernementale. Qui date des législatives. Et on ne peut pas reprocher aux députés de faire avec les institutions telles qu'elles sont. Donc moi, je n'accepte pas le procès en responsabilité qu'on fait à la droite ou à la gauche sur ce qui se passe aujourd'hui. Il y a un seul comptable, c'est Monsieur Macron. Et effectivement, et aussi une Assemblée nationale qui, pour le coup, est divisée sans majorité absolue depuis 2022, faut aussi le dire. Pardon, on n'est pas beaucoup moins stable qu'il y a 2 ans. Mais je suis d'accord, mais cette Assemblée nationale, ces Assemblées nationales, elles ont été élues. Donc on ne peut pas reprocher à la classe politique de faire avec les rapports de force. On a parlé du bloc central les électeurs. Maintenant, c'est une question importante pour vous, et je sais qu'elle vous taraude, mon cher Nicolas. On a parlé du bloc central. Dans quel bloc aujourd'hui est le Parti Socialiste ? Mais le Parti Socialiste, il fait partie du nouveau Front Populaire. Qui existe toujours. Qui est un accord de parti, qui, je le rappelle... Il y a un accord de parti avec la France Insoumise. Qui est un accord, l'accord du nouveau Front Populaire, c'est un accord pour aller devant les électeurs et c'est un accord pour gouverner ensemble. D'accord ? Pour gouverner ensemble. Ça n'est pas un accord pour se positionner dans l'opposition nécessairement pour ou contre les gouvernements successifs. Pourtant, quand j'écoute pas un accord de censure permanente du nouveau Front Populaire. Quand j'écoute les déclarations de Jean-Luc Mélenchon, j'ai quand même l'impression que cet accord, vos amis socialistes l'ont trahi, l'ont brisé. Mais le Parti Socialiste, ça ne vous aura pas étonné, a toujours eu une position un peu différente de celle de la France Insoumise. Oui, enfin, et là on est au-delà de la différence. S'il y a 2 partis différents ou 2 mouvements différents, c'est qu'il y a bien plus que des nuances en termes de projet et de vision de la société. Donc c'est tout à fait normal que M. Mélenchon ne soit pas d'accord avec les socialistes. Moi je serais étonné et peut-être inquiet s'il l'était. Alors justement, on va parler de la gauche aussi et de la droite. C'est un autre sujet, mais qui est important et qui reste politique. Direction l'Île-de-France, à Villeneuve-Saint-Georges. On est un peu au sud de la capitale, à Paris. Élection municipale très scrutée ce soir, avec 3 listes qui s'affrontent. La liste de Louis Boyard et de la France Insoumise contre 2 listes de droite qui n'arrivent pas à se mettre d'accord. Pardon, Mathieu Hoc, mais on n'a pas retrouvé la droite la plus bête du monde ?
On pourrait l'avoir, effectivement. La question qui est posée pour les partis de droite et du centre, c'est quelle est la menace existentielle pour le pays. La menace existentielle pour le pays, aujourd'hui, c'est la France insoumise. Pour plein de raisons, des raisons qui sont politiques, économiques, budgétaires, on en a parlé, mais également des raisons qui sont, on va dire, en termes de société, de vision de la société. Et donc, effectivement, il faut battre la liste de monsieur Louis Boyard, qui est quand même une liste sur laquelle beaucoup de journalistes ont enquêté, où on a la présence d'islamistes, notamment, ou des gens qui ont tenu des propos. Il y a un colistier qui est accusé d'être un soutien. Alors, je vais repréciser les termes parce que c'est bien aussi qu'on ne les survole pas. Un colistier de Louis Boyard est accusé, notamment par les socialistes de Villeneuve-Saint-Georges, d'être un fervent soutien de Hamas. Il a notamment déclaré, je cite, « Honte à la France qui a osé qualifier de terroriste la résistance palestinienne qui se bat, elle, contre un État sioniste terroriste. » Voilà ce qu'il a pu dire. Et peut-être juste pour terminer, effectivement, Louis Boyard aussi a soutenu Elias Mzalem à plusieurs reprises. Voilà, bon, on connaît la France insoumise. Ensuite, après, la question qui est posée sur ces élections municipales, c'est qu'elle préfigure finalement d'une situation qui va être les situations d'élections municipales de 2026. Et à ce niveau-là, à gauche, il y a une lutte sans merci, une lutte acharnée entre le Parti socialiste, pour lequel il ne reste plus que les municipales en termes de fiefs électoraux, puisque le Parti socialiste aujourd'hui... À quelques régions aussi, pardon, quelques départements aussi. Oui, mais ça c'est moins important. Non, le Parti socialiste, il lui reste deux actifs électoraux. Exactement. Il lui reste deux actifs électoraux. C'est le groupe à l'Assemblée nationale, mais il dépend de l'accord du Nouveau Front Populaire et donc il dépend aussi de Jean-Luc Mélenchon, et les municipales. Et donc aujourd'hui, le Parti socialiste, je pense, me semble-t-il, et Nicolas le confirmera ou non, cherche à dénoter vis-à-vis de la France insoumise parce qu'il y a cette question des municipales. Et on le voit dans l'ensemble des grandes municipalités. À Paris, à Lille, à Nantes, etc. Le Parti socialiste a besoin d'exister seul et d'avoir une voix seule face à la France insoumise. Il n'y avait pas de liste socialiste à proprement parler en lice dans ces élections municipales de Villeneuve-Saint-Georges. Il y avait une liste insoumise et une liste d'union du reste de la gauche menée par les communistes. Cette liste était 4 points derrière, c'était pas beaucoup. Elle s'est retirée après que les négociations pour fusionner les deux listes eurent échoué. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il n'y a pas d'union de la gauche? Le PS a même pas donné de consigne de vote. Et le colistier de Louis Boyard, dont je vous parlais, qui est accusé d'être un soutien du Hamas, il est accusé de l'être par le Parti socialiste, qui a exigé qu'on le retire de la liste. Enfin, il n'y a plus d'alliance de gauche. Le NFP, il n'existe plus, Nicolas Corato. Peut-être qu'on peut dire à vos auditeurs que si les électeurs de Villeneuve-Saint-Georges doivent se déplacer aujourd'hui pour voter au second tour... Je l'ai dit il y a une heure, d'ailleurs. C'est parce que le maire sortant a fait un salut nazi dans son conseil municipal. Ce qui a entraîné la démission d'un tiers de son conseil municipal. Voilà, donc peut-être rappeler que à Villeneuve-Saint-Georges, manifestement, il y a des gestes, et il y a des positionnements et des citations et des déclarations qui posent problème à tous les républicains que nous sommes ici autour de la table. Et que ce soit à droite ou à gauche. Donc peut-être que Villeneuve-Saint-Georges pourrait effectivement s'enorgueillir d'avoir d'autres représentants que ceux qu'elle a aujourd'hui. Ceci étant dit, le problème avec LFI, c'est tout simplement que la France insoumise, mais ça c'est Monsieur Mélenchon, depuis qu'elle a de très bons résultats électoraux, et ça on ne peut pas lui enlever, se comporte de manière hégémonique à gauche, tout comme le Parti socialiste en son temps le faisait. Et ça doit vous faire tout drôle d'ailleurs. Et Monsieur Mélenchon a exporter à la France insoumise le comportement qu'avait le Parti socialiste lorsqu'il était tout puissant à gauche. Et donc cette hégémonie, c'est quoi? C'est je ne fais pas d'alliance avec mes alliés tant qu'ils ne se soumettent pas. Et manifestement aujourd'hui vous aviez une liste effectivement de communistes, d'écologistes et de socialistes et qui n'a pas démérité et qui aurait très très bien pu trouver un accord avec la liste de Monsieur Boyard. Monsieur Boyard et Monsieur Mélenchon, si je comprends bien, ne l'ont pas souhaité. Il faut quand même rendre à César ce qui est à César. Je trouve que c'est dommage pour l'image que renvoie la gauche. Je trouve que c'est dommage parce que on pourrait dire que la liste sortante, enfin la liste arrivée deuxième aurait pu un peu améliorer celle de Monsieur Boyard, si vous voyez ce que je veux dire. Eh ben non, on n'a pas saisi l'occasion de régler plusieurs problèmes en un et on arrive divisé, c'est bien dommage. Et malgré tout, la France insoumise reste favorite, concrètement, puisque la droite est divisée avec deux listes pour ce second tour et on verra si c'est le premier pion d'une nouvelle ceinture rouge insoumise autour de la capitale. Merci à tous les deux d'être venu débattre. Bon dimanche à tous les deux. Bon dimanche. Mathieu Hoc pour le think tank Le Millénaire, classé à droite. Nicolas Corato pour le think tank Place de la République, classé à gauche. Vous l'aurez compris.